Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. La région bruxelloise doit-elle se serrer davantage la ceinture? Ce week-end, les membres du gouvernement régional sont parvenus à un accord sur le budget 2024, budget qui sera en déficit, 450 millions, qui vont donc s'ajouter à un endettement de 13 milliards. Alors vivons-nous au-dessus de nos moyens en région bruxelloise? Les situations de crise auxquelles nous sommes confrontés justifient-elles qu'on renonce à l'équilibre budgétaire? Pour réduire le déficit, faudrait-il augmenter les impôts, diminuer les services, reporter des investissements avec le risque de pénaliser la population bruxelloise? On en débat ce soir. Voilà, et sur le plateau de Plus d'actu ce soir, il y a deux députés bruxellois. Emmanuel Debock, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le chef de groupe de défi au Parlement régional. Et Christophe Beuquelard, bonjour. Vous êtes député bruxellois pour les engagés. Vous êtes également le président de la régionale bruxelloise des engagés. Avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on entende Sven Gatz, le ministre du budget du gouvernement régional, avec un gouvernement qui a donc bouclé son exercice budgétaire dimanche, avec quand même près d'une semaine de retard sur ce qui avait été annoncé. Et Sven Gatz qui souhaitait l'équilibre, qui a même claqué la porte pour essayer de l'obtenir au milieu des négociations, mais qui a dû finalement accepter un déficit. On l'écoute, c'était lundi matin. Ça a été très difficile, c'est bien clair. Mais un budget, c'est toujours difficile. Et si les circonstances objectives pour le budget se dégradent, et c'était bien le cas les dernières années avec les différentes crises, ça devient encore plus difficile. Vous espériez un effort de 600 millions. Si on est bien informé, on est plutôt dans un effort de l'ordre de 150 millions. Ça veut dire que vos collègues du gouvernement ne vous ont pas suivi et qu'ils n'ont pas le même sens des réalités budgétaires que vous ? Il y a toujours des intérêts différents chez les ministres différents. On pense souvent que mon approche était trop orthodoxe. Moi, je veux surtout faire le virage vers l'assainissement du budget. On a eu des investissements stratégiques pendant quelques années en dehors du budget et on a eu différentes crises. Il faut écrire un nouveau chapitre. On n'est pas encore sorti de l'auberge, donc je suis relativement content qu'on a pu faire ce qu'on devait faire, mais il y aura encore des années difficile devant nous pour vraiment arriver à l'assainissement du budget. Des années difficiles, donc interview sans langue de bois, on pourrait dire du ministre du budget. S'il n'a pas obtenu gain de cause, c'est quoi? C'est que le rapport de force était en sa défaveur, personne ne souhaite l'équilibre dans la majorité. Vous êtes dans la majorité des filles, Emmanuel Debock. Moi, je partage totalement le discours du ministre des Finances et je pense que Bernard Caffailly avait apporté tout son soutien effectivement à cet effort d'assainissement. On l'avait d'ailleurs demandé en début de rentrée parlementaire. On doit pouvoir faire des économies, on doit pouvoir faire des efforts. On voit que l'effort se situe entre 150 et 200 millions d'euros. C'est sans doute 3 fois moins que ce qu'on aurait dû faire. Je prends acte. Ouais. C'est un effort qui va être reporté sur les années suivantes, mais je pense qu'on est au croisement des chemins et cet effort, si on ne le fait pas, on sera en situation délicate de demandeur face à une prochaine réforme de l'État qui se dessine. Ouais, on y reviendra sur ce qu'on aurait pu faire. Mais ça veut dire, pour décoder vraiment vos propos, pour ceux qui ne sont pas dans les arcanes de la politique, ça veut dire qu'on avait une aile droite et une aile gauche au sein du gouvernement régional bruxellois. L'aile droite ou centre-droit avec Défi, l'Open VLD, n'a pas fait le poids face à l'aile gauche qui ne voulait pas entendre parler d'économie drastique. Sans doute, et chacun cherche des marqueurs. Alors pour nous, c'est de conserver une classe moyenne à Bruxelles, notamment qui soit contributive, et de ne pas la faire fuir. Donc pas trop d'impôts. Et je vais y revenir, ça coûte très cher d'avoir fait fuir la classe moyenne. C'est 250 millions de recettes en moins chaque année que l'on perd, qui sont dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand. Donc avoir une vraie stratégie pour conserver notre classe moyenne et des impôts faibles sur le travail, ça doit être aussi un enjeu, et on doit pouvoir travailler sur ces données. Alors Christophe Beuquelard, les engagés sont dans l'opposition. C'est vraiment grave, un déficit ou pas? Oui, c'est grave. Ouais. Oui, c'est grave. Et j'entends le ministre Gas qui dit ça a été difficile. Le citoyen, il s'en fout de savoir si c'est difficile ou pas. Ce qu'il voit, c'est que c'est raté. Le gouvernement s'était engagé à retrouver l'équilibre. Pour ça, il devait faire un effort de 600 millions d'euros. Il en a fait 150 millions d'euros. Ça fait un 2,5 sur 10. Ouais. C'est raté. Ouais. Sven Gatz dit quand même aussi que l'endettement reste contenu. C'est les fameux 205% du produit intérieur brut de la région bruxelloise. On n'est pas au-delà en termes de déficit. On garde la confiance des agences de notation. Et quasiment tous les pouvoirs publics ont des budgets en déficit. Pourquoi est-ce qu'on ferait une exception à Bruxelles? Mais parce que Bruxelles vient de s'endetter pendant 5 ans d'une manière qu'on n'a jamais vue
dans l'histoire de la région bruxelloise. La dette est passée de 3,5 milliards à plus de 10,5 milliards. Elle a fait x3 en une seule législature. Et donc, évidemment, le seul signal encore auquel s'accrochait ce gouvernement, c'était de dire « mais à partir de 2024, on sera à l'équilibre ». Et même ça, ils n'ont pas réussi. Donc, il y a un moment donné, oui, on se retrouve dans une situation qui est affolante. Alors, Sven Gast parle quand même d'un virage ou d'un début de prise de conscience accentué, dit-il. Ça veut dire que ça va être compliqué dans la prochaine législature. Il faudra poursuivre ce virage-là. Ce sera une des conditions pour monter dans un gouvernement régional pour défier Emmanuel Le Bock. Oui, tout à fait. Et donc, on peut reprendre les mesures structurelles pour les 200 millions d'euros. Moi, je peux appliquer la règle de 3 et multiplier par 3 l'effort. En tout cas, je suis prêt politiquement à porter cet effort là où ça blesse quelque part, c'est-à-dire sur la superstructure. On ne fait pas assez l'évaluation de nos politiques publiques. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit dégraisser les administrations régionales bruxelloises, pour être clair. On doit revoir toute la politique, effectivement, de subventionnement d'un certain nombre de politiques, les primes révolution, les primes aux entreprises. On a eu ces débats encore cette semaine-ci. Il y a trop de primes. Il y a trop de primes et surtout on ne voit pas l'impact politique sur le nombre d'emplois créés et sauvegardés. Donc par exemple les titres-services, ça c'est une bonne politique qui coûte le moins cher à la région bruxelloise. Certes c'est 300 millions d'euros, mais c'est une politique qui rapporte à la région bruxelloise, qui protège l'emploi bruxellois. Et à côté de ça, on a 30 millions parfois de primes qui ne profitent pas en fait à l'ensemble des Bruxellois, qui sont des primes d'aubaine. Et on devrait plus retravailler les leviers fiscaux, de peut-être plus permettre aux gens de pouvoir s'endetter eux-mêmes plutôt que de leur donner des primes qu'ils auraient de toute façon dépensées en investissement. Donc, pour être très clair, c'est-à-dire que les primes Rénolution, ça coûte trop cher pour ce que ça rapporte, c'est ça? Mais oui, je pense très sincèrement que je préférerais que ces primes aillent dans un prêt aux particuliers sur ces primes, plutôt que d'avoir, en fait, sur une dépense que les gens font, un chèque cadeau de 500 ou 1000 euros. Ouais, Christophe de Beuquelaar, c'est quoi la recette des engagés pour essayer d'atteindre l'équilibre? On arrête les primes, on diminue le nombre de fonctionnaires, on augmente les impôts? Nous, on a calculé le jour de dépassement du budget bruxellois. C'est le 11 octobre. Depuis le 11 octobre, les Bruxellois vivent à crédit. La région bruxelloise vit à crédit. Donc oui, il va falloir faire des choix qui vont être des choix impactants et qui vont nécessiter qu'on fasse tous des efforts. Et ces efforts, en effet, ça se fait au niveau déjà des administrations bruxelloises et de la multiplicité des organes publics bruxellois. Vous demandez à tous les directeurs de l'administration aujourd'hui, ils vous disent tous qu'il y a des doublons dans l'administration. Ouais, exemple, pour que tout le monde comprenne. Dans le secteur de l'eau, il y a des différents acteurs, Vivaqua, Hydria, qui devraient se rapprocher. Dans le secteur du logement, il y a Bruxelles Logement, il y a la société, il y a la SLRB, il y a CityDev, il y a une multiplicité d'acteurs qui fait en sorte que finalement, dans l'informatique, vous avez le centre informatique de la région bruxelloise, vous avez le centre informatique de la ville de Bruxelles, qui est plus gros que le premier. Vous avez le bras informatique de l'administration bruxelloise. Est-ce que ça suffira, ça, Christophe de Beuquelaar? Les gros budgets en région bruxelloise, ce sont quand même les politiques de mobilité et de logement. Est-ce qu'on doit faire des économies là-dedans? Donc ça ne suffira pas, il faut faire d'autres économies. Je vous donne un exemple, le projet Canal. Ça a été 200 millions d'euros d'investissement. Le musée Canal, ça a été 200 millions d'euros d'investissement à la part de la région bruxelloise, vous imaginez, et maintenant 40 millions d'euros par an. Est-ce que la région bruxelloise peut encore se permettre un investissement de cette taille dans une politique publique qui, de surcroît, n'est pas de base sa compétence? Donc il faut vraiment se poser cette question. Je vous opinez, Emmanuel Le Bock. Ça veut dire qu'y compris dans la majorité, il y a des choses que l'opposition dit qui peuvent avoir une oreille positive de votre côté? Oui, et je me retrouve dans certains propos de l'opposition quand on fait l'évaluation de nos politiques publiques. Maintenant, il faut être clair sur deux dimensions. La première, c'est que Bruxelles concentre en fait 25% de l'économie du pays, 25% de l'économie du pays, et donc on a été sujet, par rapport à la crise Covid, crise ukrainienne, etc., 2 fois plus que toutes les autres régions, région wallonne, région flamande, à des dépenses que les autres n'ont pas dû faire. On le voit dans la politique de sans-abrisme, 70% du sans-abrisme, c'est à nous à le supporter. Ça ne va pas. Donc il y a une erreur fondamentale à la base. C'est le vice de forme de création de la région bruxelloise. Ouais. 2, c'est le fait que nous sommes une petite région où, en l'occurrence, on ne paye pas ses impôts sur le lieu de travail, mais en dehors. Et donc là, il y a 1,5 milliard d'impôts, de recettes qui nous échappent. Mais ça, donc pour les récupérer, ça va être compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Ça passe par une réforme de l'État et tout le monde veut faire une réforme de l'État, mais personne ne veut défendre Bruxelles. Donc moi, je défends les Bruxellois. Moi, je veux que les partis soient suffisamment honnêtes pour dire s'ils défendront ou pas Bruxelles à la prochaine réforme de l'État. Alors, il y a quand même des économies dans ce budget 2024 de la région, ces fameux 150 millions. Ça va notamment passer par le phasage ou le report d'un certain nombre de chantiers, y compris en mobilité. Alors, on garde bien le métro 3, tout ce qui est en train d'être fait pour la portion sud du métro 3, notamment la station Toussilman sous le Palais du Midi. On garde bien le tram de Rovernbeek, mais d'autres chantiers plus long terme
sont reportés. C'est pas un petit peu embêtant alors qu'on a théoriquement la mobilité comme un des enjeux principaux. Mobilité et logement, c'était les grands enjeux de cette législature. Alors je pense qu'il y a un problème aussi dans le phasage des travaux. On voit que beaucoup de rues ont été refaites, beaucoup de rues ont été ouvertes. Je pensais encore récemment aller à Saint-Josse devant la Iris Tower. Pendant plus de 6 mois, ça a été un chantier. Et maintenant, on réouvre des portions de rues. Les Bruxellois en ont un peu marre des travaux. Donc, à un moment donné aussi, il faut phaser les travaux. Il faut être sûr de ce que l'on fait et peut-être aussi faire un petit peu moins. Donc, je pense que le lissage, c'est essentiel. Même si la politique de mobilité est essentielle aussi pour l'ensemble des Bruxellois. Les autres économies, c'est 3% dans les frais de personnel, 5% dans les frais de fonctionnement, 8% dans les subsides facultatifs et 10% finalement sur tout ce qui est investissement. Et je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de problème d'aller plus loin. On peut tout à fait aller jusqu'à 10% d'économie sur les frais de personnel en ne remplaçant pas, il ne s'agit pas de licenciement, en ne remplaçant tout simplement pas les départs qui se feront à la retraite. Donc vous êtes d'accord avec ça, Christophe Beukelard, quand il y a 3 fonctionnaires qui partent à la pension, on n'en remplace que 2, voire 1,5 ? Il va falloir faire ce genre d'effort. Et je pense que c'est dommage que le gouvernement ne l'ait pas fait plus tôt. C'est-à-dire qu'en laissant filer la situation pendant 5 ans, en dépensant sans compter pendant 5 ans, on arrive maintenant dans l'entonnoir où on ne sait plus faire autrement que ce genre de mesures qui font mal. Je vous donne un exemple. Ce gouvernement, pendant 5 ans, a dépensé 500 millions d'euros d'investissements stratégiques qu'ils ont sorti du budget, sorti du calcul en disant c'est pour les investissements stratégiques long terme. Qu'est-ce qu'on a vu au bout de ces 5 ans ? Ils ont dépensé cet argent dans du matériel roulant, dans la rénovation des tunnels, toutes des choses qui avant rentraient dans le budget bruxellois. Donc la situation est extrêmement grave. On a vraiment, il n'y a plus que des mesures difficiles qui vont pouvoir être prises. Ouais. Une question sur les tarifs de la STIB, parce que ça c'est aussi une des décisions de ce conclave budgétaire. Jusqu'à présent, pendant toute la durée de la législature, ils ont été gelés, donc il n'y a pas eu d'indexation, alors qu'on avait quand même une inflation relativement forte. Ils seront gelés, donc ils ne seront plus gelés, il y aura indexation automatique à partir de l'année prochaine, à partir de septembre 2024. Vous approuvez ? Mais je pense qu'en effet, il n'y a pas le choix. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est normal que ce gouvernement ait offert la gratuité à toute une série de personnes et à la fois augmente les tickets pour tous les autres ? Donc ça veut dire vraiment que la politique publique de ce gouvernement, c'est de faire financer certains tickets par d'autres. Et donc ça pose question parce que tous les gens qui travaillent, qui ont besoin d'acheter leur ticket, eh bien aujourd'hui, ils vont financer le ticket gratuit des autres. Les tarifs de la SNCB, par exemple, ou d'autres sociétés de transport, eux, ils ont été indexés. Donc je pense que l'indexation, elle est immanquable. L'indexation, elle est immanquable parce qu'il faut que la STIB puisse continuer à être un opérateur performant et pour ça, elle doit avoir des recettes propres. Si elle compte que sur des recettes publiques, dès que le budget va mal, les transports en commun vont mal. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre les recettes propres et les recettes publiques. Et cette indexation des tarifs de la STIB qui est théoriquement pour septembre de l'année prochaine, ça devrait rapporter à peu près 11 millions au budget de la région. À voir quelles ont été les autres pistes de recettes envisagées pendant le conclave budgétaire et finalement celles qui ont été retenues. On retrouve Sengatz. Il y a juste eu une réforme sur les titres et services, donc là, elle a été votée vendredi passé, donc là, on va pas y revenir. À court terme, on ne va pas y revenir. Ça reviendra sur la table l'année prochaine, c'est bien clair, mais pas à court terme. On ne va pas toucher au précompte immobilier. Je pense que là, on a déjà dépassé certaines limites. On veut bien voir avec la fiscalité automobile ce qu'on peut faire, mais ce seront des très petites augmentations. Il y aura peut-être une augmentation en 2024 de la fiscalité automobile. De 2 à 3%. Donc là, sur la taxe de circulation. Là, on s'est dit entre partenaires de majorité, ben voilà, si les prix pour les tarifs à la STIB doivent quand même augmenter, comme Madame Van den Brandt a expliqué, nous voulons faire aussi un petit effort. Donc il y aura aussi là une petite augmentation, mais de 2 ou 3%. Donc c'est pas vraiment sur la taxe de circulation à partir de l'année prochaine. Oui. Ouais. Christophe de Beukelard, j'aimerais entendre les recettes désengagées pour augmenter les recettes. Quand on fait un budget, on joue sur les dépenses, on en a parlé. Est-ce qu'on jouerait aussi avec vous sur les recettes ? Il faut imaginer de nouvelles recettes en région bruxelloise. Et est-ce que vous êtes d'accord avec les augmentations envisagées par le gouvernement et expliquées ici par Sven Gatz ? Donc on a l'indexation des tarifs de la STIB et une petite augmentation de la taxe de circulation. Je pense que les augmentations dont il parle là sont minimes et donc ne posent pas de soucis. Mais on ne doit pas augmenter les taxes en région bruxelloise. Ce qu'on doit faire, évidemment, parce qu'on est dans un esprit de concurrence. C'est ce que dit Sven Gatz aussi, on n'augmente pas la taxation immobilière non, sur l'immobilier. Exactement, il ne faut pas le faire parce qu'on doit continuer à être attractif pour les ménages, pour la classe moyenne. Alors vos idées de recettes ?
les recettes, ce n'est pas au niveau bruxellois qu'il faut les augmenter. Les recettes, s'il faut les augmenter, il y a deux pistes. Un, c'est ce dont parlait mon collègue, c'est de pouvoir percevoir une partie de la taxation sur le revenu sur le lieu de travail et pas sur le lieu de domicile. Ça, c'est une réforme de l'État, donc ce n'est pas facile à obtenir. Et la deuxième chose, mais c'est aussi au niveau du fédéral, c'est qu'on doit baisser les charges sur le travail pour relancer l'emploi, relancer l'économie et donc les recettes, et augmenter les... Christophe Decoeller, c'est pas paradoxal, vous êtes dans l'opposition et vous êtes en train de nous dire, finalement, la région bruxelloise, elle n'a pas les moyens d'augmenter ses recettes. Mais moi, je pense qu'on doit travailler sur les dépenses. C'est ce que je vous ai expliqué en première partie de l'émission. Donc on travaille uniquement sur les dépenses. Aujourd'hui, à Bruxelles, on n'a plus le choix que de travailler uniquement sur les dépenses. Ouais, Emmanuel Debock, d'abord sur les titres-services, vous êtes satisfait, j'imagine, de l'explication de Sven Gatz, on vient de les augmenter, on ne les augmente pas. Mais ça reviendra peut-être l'année prochaine, ce débat. Mais il a fallu surtout protéger l'emploi. Il y a 27 000 personnes qui sont protégées grâce à cela. Le titre-service, n'oublions pas que... Il a déjà augmenté pendant cette législature. 1 euro, oui. Donc c'est moins que l'inflation pour le coup. Et surtout, quand on achète un titre-service, on paye un tiers finalement du coût réel du service. Et ça permet, c'est pas qu'une politique de l'emploi, ça permet surtout aussi des aides ménagères où des personnes âgées restent du coup chez elles. Ça coûte beaucoup moins cher que de les envoyer dans des homes, par exemple. Ouais. Vous êtes d'accord aussi avec Sven Gatz sur la fiscalité immobilière, on est au plafond, on ne peut pas monter. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure avec la classe moyenne. Oui, tout à fait, mais surtout, ce n'est pas une recette importante pour la région, en fait, les recettes sont dispatchées aux communes, et donc la région ne prélève que 20% de cette recette. Ouais. Donc ce n'est pas un levier pour la région, c'est plutôt un levier pour les communes. Est-ce qu'elle manque de leviers fiscaux, la région bruxelloise, aujourd'hui ? Alors, moi, je pense très sincèrement qu'effectivement, il y a une réflexion à avoir par rapport à l'impôt sur le travail et les autres taxes. Taxe de circulation, taxe de mise en circulation, par exemple, c'est 200 millions d'euros. C'est autant que l'impôt sur le travail au niveau des additionnels communaux. On peut, franchement, avoir une réflexion globale sur comment diminuer l'impôt sur le travail en région bruxelloise et retravailler sur les taxes dont tous les usagers de Bruxelles, en fait, devraient participer, en fait, à la charge. On parlait de Viva quoi, mais en fait... L'ensemble des habitants, mais aussi des travailleurs de Bruxelles, devraient participer mieux en fait, au financement de la superstructure. On a besoin de métro, on a besoin de tram. Donc on doit taxer ceux qui travaillent à Bruxelles mais n'y habitent pas. Vous revenez à cette idée-là. Ce n'est pas taxer ceux qui ne travaillent pas, c'est qu'aujourd'hui, un Belge sur 8 passe par Bruxelles tous les jours. Ouais. C'est ça la réalité. Or, on fait supporter en fait, les coûts de la capitale à un quart des habitants. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui va se passer après les élections de 2024. On ne sait pas si vos formations politiques respectives seront dans la majorité ou dans l'opposition. Mais qu'est-ce que vous imaginez après ce que vient de dire Sven Gatz, avec les chiffres qu'on a annoncés ? Ce sera quoi la prochaine législature ? La législature bruxelloise de l'austérité, de la rigueur, de la frugalité ? Il faut employer quel terme ? En tous les cas, je pense qu'il va falloir, dès le début, lors de la formation du gouvernement et la discussion sur la politique générale, la déclaration de politique générale, il faudra inclure des tableaux budgétaires dedans, ce qui n'avait pas été fait cette fois-ci. Et donc, toutes les discussions budgétaires ont été menées après, une fois que la déclaration de politique générale avait été décidée avec un tas de promesses dedans. Et donc, pendant toute la législature, évidemment, ça a été que des dépenses supplémentaires parce qu'on ne s'était pas mis d'accord sur les chiffres. On a quand même fait des tableaux budgétaires dans les négociations, Emmanuel Debock. Oui, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse plus, ce n'est pas le budget, ce sont les comptes. Et là, c'est plutôt... moi, le budget m'importe finalement très peu. C'est une intention de dépense, en l'occurrence, et c'est une autorisation de dépense. Donc, ce sont les prévisions. C'est les prévisions. Les comptes, on voit qu'on est en crise économique. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de recettes par rapport aux ventes immobilières ? Ça va impacter réellement en fait, le devenir des Bruxellois. Donc c'est le baromètre au fur et à mesure qu'on avance dans la tempête. Donc moi, ce qui m'inquiète par exemple, c'est de voir que l'impôt des sociétés est passé de 30% il y a 10 ans à l'échelle du pays pour ce que représentait Bruxelles. On n'est plus qu'à 25%. On perd en fait de la compétitivité aussi. Christophe Debecker, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'avec d'abord la crise de la Covid-19, puis la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie, aujourd'hui la précarité croissante de la population bruxelloise, c'était malgré tout pas une législature facile et qu'il y a des explications au fait qu'on n'atteigne pas l'équilibre ou pas ? Et si on n'avait pas aidé autant les ménages qu'on l'a aidé, ou que le gouvernement bruxellois les a aidés, on aurait une meilleure situation budgétaire ? C'est difficile à dire parce que les gouvernements bruxellois, c'est le gouvernement qui a le moins aidé ses ménages par rapport et ses commerces par rapport aux régions avoisinantes. Parce qu'il a le moins de cash en caisse peut-être. Oui, mais si on commence la législature déjà avec un déficit de 500 millions d'euros de base, évidemment, après, vous ne savez pas rattraper le coup. Donc, oui, certainement, les conditions n'ont pas été faciles pendant ces 5 ans, mais ça ne justifie pas l'ampleur du déficit. x3 x3 la dette régionale bruxelloise. C'est quand même énorme, quoi. Emmanuel Debock, avec le recul, vous vous dites on a peut-être été un peu laxiste ou optimiste en
préparant l'accord de gouvernement dans la majorité? Non, parce qu'on a été très vite confronté à la crise Covid. On voit qu'on n'a pas fait mieux que la région wallonne, mais on n'a pas fait pire non plus. C'est sûr que la région flamande a pu offrir plus à ses entreprises et à ses ménages, mais je le vois, par exemple, quand on prend en charge les factures énergétiques de nos entreprises, qu'on exclut les indépendants, par exemple, de ces aides, ceux qui gagnent moins de 30 000 euros, par exemple, si on a 25% des entreprises belges sur notre territoire, il ne faut pas être grand mathématicien pour comprendre que l'effort, il est 3 fois plus fort chez nous que dans toutes les autres régions. Et en plus, on est la région la plus pauvre. Donc, il y a un gap. Moi, je voudrais entendre parfois les engagés m'expliquer comment est-ce qu'on résout cette équation, sauf par un juste refinancement dans une nouvelle réforme de l'État. Est-ce qu'on doit renoncer à certains projets? On va peut-être pas parler du métro 3 aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut dire avec un petit peu d'honnêteté, ça, pendant la prochaine législature, on arrête, on n'aura plus les moyens? Est-ce que vous pouvez dire ça? Je pense, oui. Avec des exemples? Un exemple pour nous, c'est les cabinets ministériels. On supprime les cabinets ministériels, c'est 20 millions d'euros par an qu'on gagne. 20 millions, c'est pas beaucoup. Hein. Par an, vous avez vu les négociations qu'il y a eu pour faire 150 millions d'euros d'économie. Nous, on vous propose une économie de 20 millions d'euros par an qui fait pas mal aux citoyens. Ben oui, ce genre de choses-là, si on ne sait même pas faire ça, évidemment, on n'arrivera pas à faire plus. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des économies sans faire mal aux citoyens, Emmanuel Debock, ou est-ce que c'est une équation impossible? Oui, je pense que c'est tout à fait possible, à condition, effectivement, d'être dans un discours vérité et d'être responsable, et que tout le monde fasse cet effort. Je ne suis pas sûr qu'autour de la table, dans les promesses électorales, tout le monde va pouvoir se restreindre. Alors, une dernière question, et puis vous allez essayer de me répondre rapidement. Métro 3, la prolongation nord vers Schaerbeek et vers, on n'a pas les moyens. Christophe de Beuckelaar, rapidement. Oui, on a les moyens, parce que c'est un investissement à amortir sur plus de 50 ans. Ouais. Emmanuel Debock? Alors oui, on a les moyens, mais il y a une erreur originelle. On aurait dû le faire d'abord à Uccle et on a été un peu manipulé. Ça coûtait en fait beaucoup plus cher et je crains que si on devait faire une commission d'enquête sur les appels d'offres qui ont été faits à l'époque, je pense que ceux qui ont pris les décisions n'avaient pas tous les éléments financiers dont ils disposaient. En tête, et voilà. Et on a parlé d'Uccle parce qu'il y aura peut-être des élections, enfin il y aura sûrement des élections communales après les élections régionales pour ceux qui auraient raté un épisode. Merci à tous les deux. Emmanuel Debock, chef de groupe de défi au Parlement régional bruxellois. Christophe de Beuckelaar, député bruxellois pour les engagés et président de la régionale bruxelloise de ce parti. Demain, on parlera d'économie encore avec un débat sur la situation des petites entreprises et notamment du secteur Horeca qui avait formulé une série de demandes qui n'ont pas été suivies par le gouvernement fédéral. Là aussi, on se serre la ceinture. On sera avec Mathieu Léonard de la Fédération Horeca Bruxelles et Mathieu Dewèvre de l'Union des classes moyennes. Rendez-vous donc demain à 17h. Et puis demain matin, notre matinale dans Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Denis Ducarme du mouvement réformateur à 7h50 et Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise du PS à 8h15. Continuez à bien vous informer et à demain.